se trouve que moi, ce n'est pas ma thématique de travail. Donc j'ai eu un contre sur en utilisateur, réanimation, urgence, peu importe, en situation d'urgence. Dans ce que vous a montré Gilles, vous avez vu qu'il y a beaucoup de patients, sauf la réintubation, qui est une situation un peu risque, à condition qu'elle ne soit pas prévue. La plupart du temps, on a des patients qu'on va devoir intuber, on ne les a pas évalués, la CRF n'est pas optimisée, ils ne sont pas forcément correctement nitrogénés, bref, on a une situation qui est un peu particulière. Pas de conflit d'intérêt sur cette affaire. Les fondamentaux, pourquoi on discute actuellement de vidéolaryngoscope? Parce qu'on a une problématique sur l'intubation d'urgence. Et la mortalité de l'intubation en situation d'urgence est de lourde à très lourde, et morte qui porte soit bien, soit mal son nom, l'a montré. Vous savez qu'à partir de 2 tentatives, vous commencez à multiplier par 10 le risque d'avoir une morbimortalité importante. 2 tentatives. Dit autrement, quand vous avez un jeune à qui vous dites bah, « vas-y, essaye », que le jeune commence à transpirer et que vous reprenez la main, vous basculez d'emblée dans la situation où vous êtes en zone rouge. Ça, c'est important de se le dire. Alors pour moi, les fondamentaux dans le contre, c'est déjà de revenir à ce qui va réduire la difficulté de l'intubation trachéale en situation d'urgence. Donc sous-entendu chez des patients pas évalués, pas prémédiqués, pas préparés, c'est déjà l'application d'un protocole précis d'induction anesthésique à séquence rapide. Premier message. Et quel que soit l'outil qu'on va utiliser, il faut déjà que le patient dorme. Et sur cette plaque, on n'est pas dans laryngo, vidéo-laryngo, on est déjà dans le fait sur, en abscisse, un IDS, un tubating difficile, c'est-à-dire une échelle d'intubation difficile qui va de 0 à l'infini. 0, c'est facile, et l'infini, c'est compliqué. Vous voyez que c'est au-delà du Cormac. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce que vous avez vu, c'est aussi le sentiment que vous avez eu d'avoir une difficulté ou pas. Et lorsque vous comparez dans ce travail le bloc opératoire, qui sont réputés être les situations optimales, le préhospitalier réputé être des situations assez compliquées, et le préhospitalier avec un protocole, donc en violet, vous voyez qu'on se met très facilement dans la situation déjà de faciliter les gestes. Et qu'est-ce que c'était ce travail, qui était une combinaison de deux travaux, où Gilles a baigné dans les deux? C'est tout simplement rapide séquence induction, induction anesthésique à séquence rapide, avec une lame classique de McIntosh. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, et Xavier et Gilles nous l'ont montré il y a maintenant quelques années, c'est quand vous avez une induction à séquence rapide, une lame de McIntosh et 2 outils importants, 2 devices, c'est pas beaucoup plus, la gomme élastique bougie, c'est-à-dire le mandrin d'Eichmann et le fast track, vous êtes capable, sur des situations difficiles imprévues, de régler la quasi-totalité des problèmes, quasi parce que de temps à autre, il faudra aller un tout petit peu plus loin sur un abord du massif laryngé, mais vous êtes capable de régler les problèmes. Donc, stricto sensu, si j'en reviens à l'intubation en situation d'urgence, une induction à séquence rapide, sur laquelle on ne revient pas, et une lame, à laquelle on ne revient pas, lame métallique, taille 4, on peut en discuter de ça, comment optimiser une gomme élastique bougie et mon fast track, je m'en sors. Alors, ceci dit, ce n'est pas si simple, indéniablement. Je vous ai mis ce papier qui est tout chaud, là, qui a 2-3 semaines, qui est remarquable parce que c'est une vingtaine de centres en Nord-Amérique et en Australie qui a colligé l'ensemble des intubations, vous avez vu le petit N, faites en situation d'urgence. La plupart étaient faits par des médecins urgentistes ou des réanimateurs, mais ce n'était pas du bloc, ce n'était pas de l'anesthésiste. Vous voyez que la rapide séquence induction, il y a encore des situations, il n'était pas en arrêt cardiaque, hein, les arrêts étaient exclus. Donc il y a encore des situations où on se met d'emblée en difficulté, et là on ne parle pas de vidéolaryngoscope ou pas, que le taux de réussite à la première tentative, qui est un des critères majeurs de morbimortalité, est plutôt correct, mais à contrario, vous avez quand même moins de 20% des patients pour lesquels on rentre d'emblée dans la fameuse courbe qu'a montré Gilles de Morte, où on va avoir des soucis de morbimortalité, que globalement l'airway est sécurisé à 100%, mais qu'ils observent, sur cette étude qui était par cluster 2002-2012, une évolution tout à fait conséquente de l'usage de vidéolaryngoscope sur les 3 dernières années. Et tout le débat, c'est-à-dire 27, un tiers quasiment, des patients intubés sous vidéo, au sens large du terme, versus 1% des patients dans les années 2002-2006. Vous voyez, les littératures, les vidéolaryngoscopes existent déjà depuis un certain temps. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si c'est un effet de mode et si ça apporte vraiment un plus en situation d'intubation d'urgence. Alors là, c'est un travail suisse que j'adore. Il n'y avait pas eu enfin, il y a un petit consentement des patients, mais pas de CPP. Ça mime ce qu'on peut avoir en situation d'urgence quand on a besoin d'avoir une rectitude absolue de l'axe tête-coutron, voire on tombe sur un patient qui a une ESPA. Bon, quand vous avez ça c'est des patients volontaires sains, qui ont accepté de se faire fixer comme ça. Bon, clairement, là, quand vous regardez la lame de McIntosh versus le glide, il n'y a pas photo. Aucun d'entre nous ne serait suffisamment serein pour endormir tranquillement avec une lame de McIntosh et être certain de l'intubation à la première réussite de ce genre de patient. Or, en situation d'urgence, en traumatologie, on n'est pas très loin comme de ce genre de patient.
avec la nécessité de latex sous tronc. Et vous savez que la stabilisation ligne est compliquée, etc. Donc on sait que dans des situations où on va avoir du mal à s'exposer, comme on peut le faire d'habitude avec la position Monet Jackson, etc., avoir autre chose que la lame de Macintosh est plutôt une bonne chose. Et on le sait, et ça c'est indéniable, quand vous utilisez des outils autres que la lame de Macintosh, et là vous avez direct laryngoscopie, DL en rouge, c'est lame de Macintosh, en bleu c'est les dispositifs de vidéo, en abscisse c'est Cormac et Léane. Bon, bah, clairement, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de visualiser. Il n'y a pas forcément d'intubé d'ailleurs, on en discutera, mais c'est beaucoup plus facile de visualiser la glotte avec les dispositifs dont on parle qu'avec une lame de Macintosh, a fortiori chez des patients qui sont soit difficiles en critères prédictifs, soit pour lesquels il va falloir immobiliser. Je vous remontre juste la méta-analyse dont a parlé Gilles, c'est du soin critique, c'est très intéressant, c'est en fait une méta-analyse, une étude qui avait déjà été mise, mais là je vous ai mis les études, les petits N, vous voyez que les petits N on est quand même sur pas beaucoup de patients, et collectivement vous avez effectivement quelque chose en faveur de VL pour vidéolaryngoscopie, à la fois sur la première tentative, qui est un critère majeur, et puis sur la capacité à ne pas se retrouver dans l'embarras et à ne pas avoir d'intubation dit difficile. Ceci dit, certaines études sont en faveur, d'autres n'arrivent pas à démontrer. Alors là, c'est clair que même si je fais le contre, celles qui n'arrivent pas à démontrer, c'est des soucis méthodaux, c'est les effectifs sont petits, mais quand même, il y a des études qui n'arrivent pas à démontrer. Voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est quand vous utilisez ces techniques de manière large et pas limitée à quelques patients en anesthésie, et quand vous regardez le temps mis pour sécuriser la trachée, c'est-à-dire mettre le tube dans la trachée, ballonner, gonfler, etc., eh bien, dans cette étude sur mannequin, chez des jeunes qui ont été testés, puis une deuxième courbe d'apprentissage, puis retestés, vous voyez les box plots, en fait, plus c'est grand, là c'est la médiane qui est là, donc alors, excusez-moi, je prends la souris, donc là c'est Macintosh simple en bleu, là c'est le glide, donc un vidéolaryngoscope, vous voyez les médianes de temps, en abscisse c'est les différents scénarios, en ordonnée c'est le temps mis pour intuber le patient, ballonner, gonfler, ben, on consomme un peu plus de temps. Donc globalement, sur le mannequin, malgré deux courbes d'apprentissage, il faut un peu plus de temps. Alors c'est quoi ce un peu plus de temps? C'est 10 secondes à peu près. Il faut un peu plus de temps pour glisser le tube dans la trachée chez des patients, enfin chez du mannequin tout venant qui n'était pas en situation difficile. Ceci dit, quand on regarde dans la vraie vie, et là c'est un papier qui date de 2 ans qui est sorti dans l'anesthésio et qui s'intéressait à la comparaison de la difficulté du geste selon que ce soit un vidéolaryngoscope ou une lame de Macintosh, lié à différents profils d'intervenants. Alors, des anesthésistes, vous voyez qu'il n'y a pas de différence de première tentative, ou des gens, ça c'est un équivalent d'IAD en gros. Technicien au bloc, c'est un peu différent, mais vous voyez que sur le temps mis pour intuber, eh ben, il y a une petite différence. Il y a une petite différence en défaveur du vidéolaryngoscope, c'est 10 secondes. Alors, la plupart du temps, on s'en fout si le malade est préoxygéné, mais clairement, faut-il systématiquement utiliser ces positifs en urgence, dans l'arrêt cardiaque par exemple, où il y a un vrai débat sur le management avancé des voies aériennes, et où on sait que quoi qu'il arrive, on doit absolument limiter le temps mis pour arrêter les compressions, et qu'on sait que ce n'est pas totalement facile d'intuber sous compression. Bref, ça peut être un problème, en situation d'arrêt cardiaque, périresuscitation, de mettre 10 secondes de plus pour intuber. Ça peut être un problème. Est-ce que c'en est un? Je ne sais pas, mais ça peut être un problème. Il faut garder ça à l'esprit. Ce n'est pas plus rapide dans des populations tout venant, ça peut consommer un peu plus de temps. En même temps, ça permet d'être plus efficace sur la première tentative. Et puis, il y a quand même une étude qui pose problème. Cette étude, c'est Critical Care Medicine 2011, Impact Factor 6.5. Revue de rang A. C'est des Viennois, enfin des Autrichiens, Vienne. Les gars, c'est des anesthésistes du bloc opératoire qui en mettaient une cinquantaine, soixantaine par an. Alors après, on peut discuter. En tout cas, ils en pratiquaient régulièrement et ils ont décidé de randomiser les patients en préhospitalier. Lame Macintosh, rapide séquence induction, ou intubation par AirTrack, rapide séquence induction. Et dans cette étude, il y a un taux d'échec, il y a une très grande significativité en défaveur de l'AirTrack, ce qui est quand même très surprenant, à la fois à la première tentative et tout simplement à la visualisation. Et je vous ai mis là les raisons qui ont rendu l'échec de l'intubation d'eau-trachéale, et les raisons sont multifactorielles. Certaines sont liées à des flûtes, j'ai percé le ballonnet, ça foire, d'autres aux sécrétions. Bon, c'est une étude qui pose problème, parce que c'est la première qui a été randomisée avec des collègues qui avaient une pratique d'un vidéolaryngoscope au bloc et qui se sont retrouvés en situation de difficulté en préhospitalier. Et la difficulté fait qu'ils aient même des problèmes à visualiser. À partir de là, il faut juste refaire une étude,
mais il ne faut peut-être pas se précipiter plus vite que ça, d'autant plus que c'est corroboré par des papiers. Alors là, petit impact factor, ceci dit, Pre-Hospital Emergency Care, c'est la revue de Rambé des paramédics américains, et je vous ai mis là, ils ont randomisé les patients selon qu'ils soient en VL pour vidéolaryngoscope ou DL pour direct laryngoscopie, et vous voyez globalement que dans ce travail fait par des paramédics sans transport, eh bien, il y a un résultat en défaveur de la vidéolaryngoscopie pour la visualisation glottique. Et on voit un peu moins de Cormaquin, ce qui ne corrobore pas les résultats qu'on a au bloc et qui sont indéniables ou en ICU. C'est surprenant, c'est du pro-hospitalier, jusqu'à ce travail dans une revue de Rambé, J-Trauma Care Surgery, avec un impact factor A3, qui va, là encore, randomiser et comparer, pas de courbe d'apprentissage, et qui montre qu'on met un peu plus de temps pour intuber sous vidéolaryngoscope, okay, que surtout il y a une différence de mortalité en défaveur du vidéolaryngoscope. A posteriori, c'est du rétrospectif, la méthodologie, c'est pas une analyse a priori en sous-groupe, donc on ne peut pas la retenir, mais comme je suis dans le contre, je vous le dis, c'est une difficulté. Ça prend un peu plus de temps, les résultats sont contradictoires, la seule étude randomisée avec des anesthésistes s'est plantée, pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre, sur learning curve, et là, dans ce travail, eh bien, il y a une petite surmortalité pour le patient tout venant qui n'a pas été évalué. Alors en conclusion, bon, moi je crois, je vais faire la guiterie, je suis contre, mais tout contre. Je pense qu'il y a une évolution absolument nécessaire. Il faut dépasser la lame de Macintosh, ça c'est sûr. On a un vrai problème de learning curve. Et on va avoir un vrai problème, et ça doit passer par des essais randomisés, sur est-ce qu'il y a des patients pour lesquels ce n'est pas la peine de faire, ou il y a différents devices qui peuvent être plus ou moins adaptés, et comment on intègre ça dans une stratégie globale. Voilà, je vous remercie.